Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Spurs Break, un podcast mensuel proposé par la Spurs Nation France pour faire un break dans la saison NBA et discuter des San Antonio Spurs. Avec nous aujourd'hui, Maître Jules, le plus grand avocat de Derrick White, qui aura sans doute du travail aujourd'hui. Maître Jules, bonsoir. Bonsoir. Le plus grand avocat de Demar DeRozan, même s'il n'a plus à le défendre puisque son client l'a quitté. Bonsoir Maître Benj. Ah si c'était que lui qui m'avait quitté. Le plus grand avocat de tous les temps, le plus fort, le plus beau, celui qui vit tout près de chez moi et qui sait où j'habite. Maître Pierre, bonsoir. Les gens ils vont se poser des questions après ce que tu viens Attends, de dire. Posez-vous des questions. Allez-y. Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, vous pouvez vous asseoir. Spurs Break épisode 20, c'est parti. Pierre, il est avocat ? Pas du tout. Ma première question, mesdames et messieurs. Comment défendre une équipe qui présente un bilan de 2 victoires et 5 défaites ? Est-ce qu'on peut dire parole à la défense ? Toute cette intro pour cette entrée. Exactement. Et qu'à plus bosser les intros que les sujets, c'est énorme. Le culot. Dit-il alors qu'il a 5 lignes pour préparer ce podcast. Moi. Non mais en vrai, le match des Pacers, je pense qu'il était ingagnable. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup, les Pacers, mais j'ai rarement vu une équipe aussi insolente à 3 points. C'est les Warriors des grandes heures. Même si c'était pas très bien défendu, en première mi-temps, ils mettaient genre 60 ou 65% de leurs 3 points, voire plus. Ils finissent le premier quart à 8 sur 10 à 3 points, et ils se sont pas refroidis de tout le match. Donc dans tous les cas, ça aurait demandé un gros mental pour aller les chercher. Et en plus de ça, on défendait mal. Parce qu'on avait des pivots qui font 2m3, et qu'en face, ils ont Sabonis et Miles Turner. Et puis ils ont très bien défendu aussi. Oui. Enfin, ils nous ont vraiment empêché d'accélérer le jeu. Et donc, dès qu'on se retrouve sur demi-terrain, ça devient un peu compliqué. Et bien c'est un gros changement par rapport aux saisons précédentes où c'était un peu notre kiff d'être en demi-terrain et maintenant plus du tout, quoi. Bah, c'est vrai et donc c'est ce qui va nous amener à répondre enfin à ta question. Comment est-ce qu'on peut défendre une équipe avec un bilan pour l'instant de 2 victoires pour 5 défaites? Bah parce qu'au moins 5 défaites, ouais. on se la donne quoi, genre c'est plaisant de voir les matchs. On voit les mecs archi motivés, ça court dans tous les sens, ça les fend dur. Bon après en attaque c'est un peu brouillon parfois, on a du mal à savoir à qui s'en remettre. Mais je sais pas, c'est un vrai plaisir de voir tous ces jeunes jouer ensemble, parce que c'est surtout ça, c'est que on voit qu'ils aiment bien jouer ensemble, la balle elle circule trop bien. C'est vraiment un plaisir à regarder. Oui, c'est ça, c'est vraiment du basket un peu du dimanche, tu vois, un peu. T'es pas sûr que ça va rentrer, mais tu te fais kiffer, t'y vas, quoi. Ça essaye de tobard sur tout le monde, côté Keldon, ça shoot n'importe comment. On se régale. Après, c'est pas très efficace, parfois, mais au moins on se fait kiffer, quoi. Mais en fait, ce basket de playground, c'est surtout en attaque parce que je trouve que défensivement. Oui, bien sûr, je parle que de l'attaque, ouais. Ouais, défensivement, je trouve qu'au contraire, on est très très organisé. Il y a même des séquences où on fait des défenses tout terrain avec contre Orlando. C'était Orlando, vous voyez, mais peut-être la pire NBA, la pire équipe de NBA cette saison, tu vois. Mais il y avait des séquences comme ça où on prenait l'équipe adverse tout terrain, comme on voit en départemental. Il y a plein de matchs où on voit des séquences comme ça. Même contre les Bucks, ça fait plusieurs saisons qu'on est fort contre les Bucks. On arrive comme ça à complètement éteindre cette attaque des Bucks. Notamment en faisant de la zone. Enfin, il y a plein de systèmes défensifs. On a un très bon système défensif contre pas mal d'absents. Mais... Même c'est Yanis, donc il va de toute façon marquer. Oui, mais en face, ils n'avaient pas Holiday et je sais plus s'il y avait Middleton. Middleton était là. Brook Lopez, non, il y avait Middleton, mais il n'y avait pas Brook Lopez, par exemple. Ouais, donc forcément, c'est vrai que c'est plus simple de gagner quand en face, ils ont des absents. Ils ont Yanis. Mais moi, ouais. Oui, mais on a des Junte Murray, donc c'est pas grave. Mais par contre, face aux Pacers, pour ce que tu disais avec la défense tout-terrain, il y a un moment en première mi-temps où on fait une défense tout-terrain qui marche bien. C'est fin du premier quart. C'est le seul truc bien que j'ai vu. Ouais, c'est un des seuls trucs bien que j'ai vu de ce match. Enfin, de cette moitié de match que j'ai pas vu en entier. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur, on est... à part Poltel, on est trop faible à l'intérieur, quoi. Et bien ça, Pierre l'avait vu dans l'épisode 19 de Spurs Break que vous pouvez aller réécouter. On s'écoute tout de suite un extrait de Pierre qui nous parlait de la défense intérieure et de sa crainte face aux grosses raquettes adverses.
On a des super bons défenseurs individuels, mais il faudra voir C'est ça. comment la communication se fait dans l'équipe, comment on défend face justement à des grosses raquettes, qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place, même si on va tenter des trucs, hein, et ça va certainement pas marcher, mais on aura au moins le mérite d'essayer. Bah, c'est surtout que notre deuxième joueur le plus grand, c'est Drew Eubanks, qui fait 2,6 m à peu près, 2,8 m. Et Et bon, qui est déjà... nul. Oui, pas voilà, très c'est pas vraiment son point fort, la défense. Enfin, le basket, ça a pas l'air d'être son point fort. Par contre, en ambianceur, il est incroyable. Ah oui, ça pour le coup, oui. il se donne sur le côté. Jock Après, Landale sinon, fait on a- 2m11. Ouais, mais Oui. Landale, hein, on n'a pas trop pu le voir pour l'instant, malheureusement. Parlons-en. Pourquoi Moi, en fait, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas plus de minutes que Drew Eubanks. En fait, Non, mais parce que quand même, Landale, c'est objectivement un meilleur joueur de basket. Oui, mais de loin. Le truc, c'est que, alors déjà, moi, il y a des décisions de Pop que je ne comprends pas à peu près toutes les semaines. Et Oui. j'ai décidé de me dire qu'il était plus intelligent que moi et que si lui, il était coach NBA et pas moi, il y avait une raison. Bien sûr. Donc, mais en fait, ce que je pense, c'est qu'en fait, Jock Landale est un joueur qui est beaucoup plus offensif. Et nous, on cherche plutôt des bûcherons au poste 5, comme le sont Paul Toll, comme le sont Drew Eubanks. Même si Paul Toll se diversifie un peu, c'est un bon passeur, il participe énormément au jeu. Beaucoup Face au plus que l'année Magic, c'était dernière. Nikola Jokic. C'était Nikola Jokic. Mais du coup, c'est peut-être que Landale n'est pas un profil qu'on cherche. Cependant, c'est effectivement un joueur qui est bien meilleur. Et avec, comme on va en parler plus tard, l'absence de Paul Toll pendant deux petites semaines, on espère voir plus de Jock Landale. Et contre les Pacers, en 5 minutes de jeu, il nous claque 10 points, 3 points, 100% au tir. Il met des bons écrans. Évidemment, c'est un sample de 5 minutes. Mais on sent qu'il a envie de jouer et qu'il a quand même des atouts qui peut faire profiter cette équipe. C'est-à-dire l'envie, la présence au rebond, des bons écrans, toujours se rendre disponible en attaque et avoir un déplacement sur le terrain qui est intelligent et qui tout simplement peut profiter à cette équipe mieux que Drew Eubanks. Moi, je pense que s'il joue pas trop, c'est aussi parce que il est nouveau dans l'équipe, il vient d'arriver, parfois il faut un peu s'adapter. Il est nouveau en NBA. Ça demande un petit temps d'adaptation en NBA et même au sein de l'équipe. Tu vois, la défense, c'est une affaire d'équipe aussi, et donc il a peut-être pas encore les automatismes que Eubanks peut avoir par rapport à nos autres joueurs. Et donc, c'est peut-être ce qui explique pourquoi on le voit si peu. Mais là, on en parlera après, mais on a appris que Jakob allait être absent pendant quelques matchs. Là, j'espère qu'on pourra le voir pendant un peu plus de minutes. Jakob, pour rappeler ce qu'il a, on vient d'apprendre qu'il rentrait dans le protocole sanitaire de la NBA. Donc il pourrait louper 10 jours. Donc ça fait 5 ou 6 matchs. Voilà. Donc oui, on espère voir Jock. On aura besoin, parce qu'au bout d'un moment, on aura besoin de taille, quoi. Mais c'est pas sûr, parce que dans la rotation avant lui, il y a donc Drew. Oui, mais Drew est plus petit que lui. Si on affronte. Drew fait tout moins bien que mais lui. Au poste 5, à part crier. Au poste 5, c'est Drew Eubanks qui est devant dans la rotation. Regarde, là, on va jouer les Mavericks. Peut-être qu'il est pas là, Porzingis. Je pense qu'il est pas là. Mais, parce que j'allais dire, pour taffer Porzingis, il va falloir de la taille quand même. Dieu merci, il est pas là. Bah oui, parce que face à nous, il est toujours fort. Hein. Il est nul toute l'année, sauf contre nous, donc c'est bien. Ouais. C'est bien. Même si, fun fact, depuis que Porzingis est absent, celui qui joue beaucoup de minutes, c'est un certain Boban Marjanovic. Et même Maxi Kleber est un grand, en fait. Ouais, mais qui a des blessures aussi, Maxi Kleber. Je crois qu'il joue. Il est peut-être out pour ce soir, Maxi Kleber, il me semble. Ils ont Willy Cauley-Stein qui lui fait un petit 2,13 m, donc peut-être qu'ils vont. Mais ça devrait le faire. Ça devrait faire à contenir Willy Cauley-Stein. Après, il est nul, Willy Cauley-Stein. Oui, il est nul, mais bon, si on n'arrive pas à prendre un rebond, ça s'est vu contre les Pacers, justement. Quand Jakob sort à 3 minutes de la fin de la mi-temps, et on s'est pris que des pénétrations. On prenait plus un rebond. Déjà, il prend beaucoup de rebonds offensifs et ça nous aide beaucoup. Et d'avoir des points de seconde chance. Ouais, dès qu'on va jouer des grands et que Jakob sera en foul trouble, etc., ça risque d'être compliqué. Ouais, on verra ce qui se passe pour l'intérieur dans les semaines à venir et dans les jours qui viennent. Mais sinon, à l'extérieur, il y a un backcourt assez sympa dont on parle ici à Spurs Break depuis 2 saisons. Un certain duo Dejounte-Derrick. Attends, t'es en train de nous parler du meilleur backcourt défensif de la ligue, là? Je me trompe pas. C'est ça? Ouais.
Ah ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Il me semble qu'on avait prévenu le monde. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans qu'on dit ça. Depuis le premier épisode de Spurs Break, je pense qu'on a dû dire ça. Dans les 20 épisodes. Oui, mais ça se confirme enfin. Ouais. Défensivement, c'est un duo exceptionnel. Alors, c'est pas non plus Gary Payton et Scottie Pippen, mais On s'en rapproche. voilà, on s'en rapproche un peu. J'avais vu une stat, je crois que Derrick White, c'est le joueur qui provoque le plus de fautes offensives de la NBA. Et avant le début de match saison, ouais. contre les Pacers, ça a dû changer depuis vu qu'on s'est pris un carton. Une branlée. Ouais. Il était dans le top 3 des joueurs dont les adversaires tiraient au plus mauvais pourcentage. Ah C'est-à-dire oui, que voilà, quand c'est le aussi que défenseur j'avais vu. principal, les pourcentages adverses sont horribles. Il était deuxième. Hein. Il était deuxième derrière Bam Adebayo, ouais, et devant Davion Mitchell. Et Dejounte Murray, lui, il se démarque notamment par son agressivité en défense, ses très longs bras et sa grosse activité. C'est un très bon intercepteur, surtout dans les mains. C'est un très bon intercepteur dans les mains, il est très long, il prend beaucoup de rebonds aussi en défense. C'est un 7,6. Ouais, au poste 6,9 défensif. Au poste 1, c'est un des meilleurs rebondeurs de la ligue. En plus, les deux sont très complémentaires parce que l'agressivité de Dejounte et son activité au rebond, ce que Derrick White n'a pas. Derrick White, il va apporter un très bon QI défensif, des très bons timings de contre. Ça a toujours été un très bon contreur d'Eric. On fait son profil défensif tous les épisodes depuis le début. Donc, normalement, ça doit commencer à rentrer. Et ce qui est très très impressionnant cette saison, c'est que vraiment en 1 contre 1, sauf contre les Pacers, en 1 contre 1, il est impérial. Il y a des séquences de défense en 1 contre 1. J'ai en tête une séquence sur Middleton dans le Money Time contre les Bucks où à tous les matchs il en fait. Je jure que ses appuis me pètent les chevilles rien qu'à les regarder. Il anticipe parfaitement, il gêne le tir très bien, il est toujours très bien placé. Derrick White en défense, c'est le truc le plus kiffant qu'on a cette saison, je pense. Et il arrive à pas faire trop de fautes. Si et il fait très peu de fautes. Ouais. Il fait très très peu de fautes. Je profite pour qu'on le sauce un peu maintenant parce qu'on va un peu le dézinguer de bientôt. Oui. Mais défensivement, Derrick White, c'est une All-NBA Defensive Team. S'il continue sur ce rythme, c'est une All-NBA Defensive Team facile. Il est très très impressionnant. Après, ça, sur la récompense individuelle, sur la récompense individuelle, il y a un facteur à prendre en compte, c'est qu'on est les San Antonio Spurs. Et il y a Dejounte Murray qui passe devant, puisque Dejounte Murray a du flow et fait des signes de gang en story Insta. Parce que Derrick White n'a aucun flow, par contre. Derrick White a une afro. Bon, voilà. Une afro et une barbe de clodo. Oui. C'est compliqué, on peut pas tout avoir. Ah putain, il représente la team Calvas avec Evan Fournier, donc moi je l'adore. Il a une Calvas, Derrick White. Mais il a un gros front. Des contours bien reculés. Mais, il a un gros front. C'est même pas qu'il a un gros front. Il a toujours eu un gros front. Non, mais là, c'est qu'il... Non, c'est qu'il a la moitié du crâne, ça s'appelle une Calvas à ce niveau-là. Ah, j'ai jamais fait gaffe. Non. C'est pour ça qu'il a un bandeau. Pourquoi il porte son bandeau aussi haut? Il porte son bandeau, c'est même pas qu'il est haut, son bandeau, c'est qu'il est loin. Voilà. Bon, grâce à cette bonne défense, ça nous permet d'avoir un style de jeu en transition, parce que c'est ça qui fait que les équipes sont bonnes en transition au basket, c'est d'abord une grosse défense. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de notre nouveau jeu offensif basé sur la transition? Pour l'instant, on a la 5e pace de la ligue. Si mes stats, moi j'ai 6. Moi j'ai 6, ouais. Mais c'est ça, c'est 5-6. Mais c'est 5-6, oui. Bon, moi j'ai 10, mais voilà. Oui, alors. Ah oui, si c'est vrai qu'on si a on pas fait un ratio, on est donc là. Si on fait un ratio, on est donc la 7e meilleure. Bref, on attaque vite. Oui. On attaque vite et surtout on a des mecs qui attaquent très bien le panier et donc c'est pour ça qu'on se projette aussi vite aussi. Déjà Dejounte, je trouve que il a vachement bossé ses lay-ups, etc. Même quand il part en contre-attaque, il va toujours bien poser ses appuis avant d'aller au cercle. Alors qu'avant, il avait souvent tendance à se précipiter et donc arriver trop vite, etc. Là, vraiment, il prend le temps pour bien la déposer et bien comment dire, se mettre à l'écart du possible bloc. Et après, on a aussi des Keldon, un Devin qui est quand même super long et donc qui est très difficile à gêner en contre-attaque.
Que Notre dire de meilleur plus enfin, pourcentage en pénétration, c'est Lonnie Walker, figurez-vous. Ah ouais. Ouais. Ah. Bah, Bah, vu les qualités athlétiques du bonhomme, c'est pas Ouais, mais étonnant. tu vois, Ouais. l'année dernière, on avait vu des passages de Lonnie où Bon. il mettait des airballs au lay-up, quoi. Mais Oui, après, c'est Lonnie, c'est soit prise de décision. il marque, soit il perd la balle de toute façon. Donc effectivement, il y a un peu de tir raté. Je jure que c'est vrai. D'ailleurs, Dejounte Murray, sa prise de décision est assez impeccable cette saison aussi. Hein. Il est toujours très juste, toujours dans le bon rythme, toujours la bonne passe au bon moment. Il est royal, hein, Dejounte. Il joue très 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 bien. Ouais, franchement, c'est un vrai plaisir. Le seul vrai défaut là sur le début de saison des Dejounte Murray, c'est ses lancers francs. Ah, ça c'est Ouais. toute l'équipe malheureusement. C'est pas fou, ouais. Ouais, on est la pire équipe de lancers francs de la ligue. Hmm. Et Dejounte est à 64%. On a perdu un match là-dessus, hein, d'ailleurs. C'est pas juste, on rate beaucoup Bah de oui, lancers, face c'est aux Lakers, on perd des matchs au on en lancer. a raté 7 de suite. 7 de suite, Face aux et Lakers. ensuite Poltel a fait un 1 sur 2, donc on est à 1 sur 9. C'est magnifique. Et c'était le dernier quart-temps contre les Lakers, qu'on a perdu en prolongation. En fait, c'est très simple. Dejounte Murray 64%, Derrick White 64%, Jacob Poeltl 38%, Keldon Johnson 65%, Devin Vassell 63%. Ouais, c'est dégueulasse. l'enfer. C'est bon ou je continue? C'est Il n'y en a pas un au-dessus de 70%, c'est dégueulasse. Lonnie Walker 83%. Ah, mais il en tire Merci. peu. Ah. Mais il en tire Et pas Bryn beaucoup. Forbes, il en a combien? En vrai, Bryn Forbes, il en a tiré 2 cette saison. il est à 50%. Et What voilà. the... Oh là là. Et Il a ouais. réussi à en rater un. Lonnie, il en tire 1,7 par match, ce qui est Pas des masses. Hein. C'est trop peu. pas énorme. Ça fait moins d'un passage au lancer par match. Un passage sur la ligne. Ouais, mais en vrai, il y en a que 3 qui en prennent plus de 2 par match. Hein. C'est Dejounte, C'est Derrick Dejounte. et Polton. Keldon. Keldon. Ok. Keldon à 3,7. C'est lui qui en tente le plus. Ouais, mais Dejounte a jamais été Voilà. très bon au lancer aussi. Mais par contre, le reste. Non, mais bon, Oui, il serait temps de bosser. Il serait quoi. temps de Enfin, je veux bosser. dire, mais le pourcentage de Dejounte, de Derrick, même de Devin, de Parce Keldon que- aussi, hein, de Polton aussi, 38%, est assez. Et Dejounte, Derrick et Poeltl, ils ont plus l'excuse de la jeunesse là. Ah non, bah là, là c'est des. c'est- Ils sont installés. Keldon, Devin, Lonnie, tu vois, on peut encore. J'ai connu la guerre froide, Lonnie, faut s'arrêter maintenant. Non, mais c'est bon. Arrête. C'est bon, mais alors on peut parler aussi du début de saison de Lonnie Walker peut-être après. Maintenant, si Mhm. tu veux, vas-y. Maintenant, si. C'est ouais. pas bon, hein. Honnêtement, en défense, c'est mieux. C'est moins, Oui. c'est un peu moins bête. Ça fait moins d'erreurs sur les appuis. Ça se fait moins bouffer sur des crosses par des joueurs random. Mais par contre, en attaque, c'est pas bon. Hein. Il sort beaucoup de matchs. Il a dû sortir deux matchs d'affilée à 1 sur 8 ou un truc comme ça. Bon, il rentre encore plus ou moins ses 3 points si je dis pas de bêtises, mais il en Il est tire à peu. 33%. Il est pas présent. Ouais, 33%, Et c'est pas il en ouf. tire Il 6 a- par match. Il en tire Il 6 en par tire match. 6 pas de match, c'est énorme, il en tire 6, ouais. Il est à 41% au tir au global. Et ce qui est aussi d'ailleurs le pourcentage de Devin Vassell. Mais Devin Vassell, on le sent beaucoup plus investi et beaucoup plus présent. Et Devin Vassell joue mieux que Lonnie Walker en fait. Ouais. Oui. Bah déjà, il perd un ballon de moins par match. Surtout que Devin C'est Vassell ça. défensivement est excellent. Et on Devin en a pas Vassell parlé est- tout à l'heure, mais dans le backcourt, quand c'est Dejounte Derrick et qu'il y en a un des deux qui sort, si c'est Devin Vassell qui est en défense avec Derrick et Dejounte, ça fait un joli backcourt aussi. Donc ça reste, Ouais. tant que Bryn Forbes n'est pas sur le terrain, notre défense extérieure est un enfer. Ouais. Alexandre Sack nous dit sur Twitter, Bryn Forbes est-il un joueur infiltré des Bucks pour saccager notre saison de contender? Bah, il a saccagé les Bucks, donc je sais pas. Mais Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a été C'est bon vrai. contre les Bucks. c'est 16 points. C'est-à-dire qu'avec lui et Thaddeus Young, dont on peut parler aussi un petit peu plus tard, lui et Thaddeus Young, ils nous mènent à un comeback. On était à moins 11 dans le troisième quart-temps, on n'arrivait plus à rien. Et c'est lui et Thaddeus Young qui nous ramènent dans le match à eux deux. Quasiment tout seul. Et après, dans le dernier quart, c'est effectivement Dejounte Murray qui prend le lead. Celui qui a prédit ça avant le match, quand même, il est chaud. Hein, parce que... Mais on s'égare. Lonnie Walker Et nul. est pas bon. Hein. Je veux pas être trop véhément parce que c'est que le début de saison et que c'est sa première saison à haute responsabilité. C'est faux, la saison dernière. Bon, d'accord. Ouais, J'ai saison dernière, quand même, c'était notre Ça sixième, fait hein. 4 ans qu'on dit je veux pas être trop véhément avec. J'essaye de lui Walker, trouver à un des moment, va excuses, falloir mais y aller. là, il y en a plus. Hein. Lonnie Walker, Ça- rien contre les Pacers, le dernier match, la première mi-temps de Lonnie Walker est à montrer dans toutes les écoles.
À ne pas reproduire. à ne montrer dans aucune école en fait. C'est-à-dire que il rate un caché Mais en dans toutes les écoles. contre-exemple. C'est ça, c'est que ne faut-il pas faire? Faire un bon cut sous le panier pour écraser un lay-up contre la planche tout seul, faut pas le faire. Faire une passe dans le vide, je sais plus. Non, c'est pas une passe dans le vide. Ouais, Il se non, fait non. intercepter une passe Si. et juste après, il fait un drive au panier. Il essaye de kick out au milieu de nulle part. Donc vraiment, t'as un énorme trou à 45 degrés. Après, peut-être qu'il y a un joueur qui était pas placé sur un système, je sais pas. Mais vu qu'il est sorti, après ça, il s'est dirigé vers le banc et il est sorti 2 possessions plus tard. Ouais. Donc à mon avis, le problème ne vient pas de la menace extérieure. Lonnie Walker essaye constamment de trop en faire. Et Lonnie Walker ne fait rien. Son handle est très mauvais. Très honnêtement. Mais d'ailleurs, il perd beaucoup de ballons. contractuellement, d'ailleurs, on l'a toujours pas re-signé. Oui, on le re-signera pas. Bah là, c'est trop tard, hein. Il faut le re-signer à la fin de saison. Ouais, ce sera l'été prochain. Ouais. En fait, ce qui est aussi très frustrant avec Lonnie, c'est que il a tout pour s'éclater. Enfin, au sein de notre équipe, on a le style de jeu qui pourrait lui convenir parfaitement parce que c'est un joueur hyper explosif, qui attaque bien le panier et tout. C'est ça qui est le plus frustrant quand on le voit, c'est qu'il fait encore et toujours les mêmes erreurs. Il y a toujours des petits défauts de concentration. Là au shoot, il est pas fou depuis le début de saison. Voilà, je pense que c'est pour ça que mes 2 collègues sont si énervés. C'est parce que ça va faire plusieurs saisons qu'on se dit que il peut pas s'exprimer pleinement, etc. Mais bah, là, cette année, on a le style de jeu qui pourrait lui convenir et force est de constater que pour l'instant, il a pas progressé. Quoi. Ouais. On est l'équipe avec le plus de passes décisives en NBA. Bon, on a aussi 7 joueurs à plus de 10 points. Ce qui est aussi... Dont Lonnie Walker. Mais Oui. juste une chose pour dire un peu de positif quand même de Lonnie. Quelque chose qu'on a vu très bien faire sur ce début de saison, c'est jouer en sortie d'écran. Il est très sûr sur ses 3 points, on sent qu'il est en confiance sur son tir. Même si ça rentre pas toujours, il prend les bons tirs. À 3 points, en général, dans la raquette ou à mi-distance, c'est un peu toujours le bordel, mais à 3 points, il prend les bons tirs, il est en confiance. Et tu sens que c'est taffé et qu'il sait ce qu'il fait. Le seul endroit où il sait vraiment ce qu'il fait, c'est derrière l'arc, en sortie d'écran ou en catch and shoot. Oui, voilà, faut juste attendre que ça rentre après, puisque sa mécanique est bonne. Oui, non, il n'y a rien qui... Voilà, c'est une question de temps avant que son shoot commence à rentrer. Après, si ça devient... Après, sachant que que personne n'est bon à 3 points dans cette équipe, à part McDermott. Excepté McDermott et Brinford, parce qu'il est quand même à 41% à 3 points. Mais ça, toujours. Hein, ouais. Je veux pas t'entendre. Non, mais Déjounté à 37. Oui, mais tu regardes regardes les stats à 3 points de l'équipe. On a plusieurs matchs où on est à 3 sur 26. Oui, bien sûr. Ouais. Notamment le match de McDermott contre, je sais plus contre qui c'était, où il sort son record en carrière. Sans lui, on est littéralement à 15% à 3 points. Et avec lui, on est à 30. Donc, voire même moins, on est à 20. N'oublie pas que Josh Primo est à 100% à 3 Et Jock Landale aussi. Voilà. Donc, peut-être que la solution vient d'eux, je sais pas. C'est faux. Pour parler d'un joueur catastrophique à 3 points, Keldon Johnson. Il a commencé la saison avec 3 énormes matchs à 15, ça c'est pas fou, mais à 15, 27 et 20 points, un minimum 50% au tir. Avec des belles améliorations dans son jeu. Oui, les plus hâtifs à faire des conclusions, on le voyait déjà MIP et nouveau franchise player des Spurs. Mais depuis, c'est 12 points maximum, sans jamais dépasser les 40% au tir. Sa moyenne à 3 points a baissé. Il est maintenant, figurez-vous, à 15% sur ce début de saison. Que se passe-t-il avec Keldon ? Bah, le truc, c'est que les équipes qu'on affronte, dans leur scouting report, il y a bloqué l'accès au cercle. Et en vrai, on l'a vu contre Denver, il a commencé à se développer un petit shoot mi-distance, etc. Il commence à mettre des petits trucs sympas. Mais ouais, c'est vrai qu'à 3 points, moi, quand il tire à 3 points, j'ai vraiment peur que le ballon pète l'arceau tellement il envoie haut. J'ai vraiment peur que l'arceau se décroche, quoi. Moi, j'ai peur qu'il touche le panneau de score, le panneau des scores au milieu de la salle, vous savez, là, oui, l'écran géant. Ouais. Bah, même à mi-distance, même à mi-distance d'ailleurs, on n'est jamais dans l'abus. Même à mi-distance, il est très très haut son arc. Le problème, c'est qu'il est arrivé en début de saison en surprenant un peu tout le monde avec sa nouvelle palette en pénétration, sa nouvelle palette à mi-distance. Et en pré-saison aussi, ouais. Et en pré-saison. Sauf que on a l'impression qu'au bout de 3 matchs, les équipes, elles ont dit bon bah d'accord, maintenant il fait ça, et maintenant son jeu est quand même très stéréotypé. Et quand il pénètre dans la raquette, tu sais ce qu'il va faire. Tu sais que soit il va essayer d'aller au bout,
avec un dunk ou un layup, soit il va s'arrêter et tenter de mettre un petit flotteur. Ou un fadeaway, enfin un tir dans la raquette quoi. Oh, Et du coup, Flotteur voilà un kata. spot-up. Et du coup, il est très facilement contrable en fait. Son jeu est toujours trop stéréotypé et c'est pour ça aussi qu'il galère. Et à 3 points, c'est sûrement un problème de rythme, mais sur ce début de saison, effectivement, mettre un 3 points ouvert est une épreuve pour lui. Petite précision pour vous, après ce passage de 3 matchs, Popovic a déclaré: on travaille pour le mettre dans différentes situations offensives pour améliorer son jeu. On sait qu'il va faire des erreurs. Et depuis, il se passe ça. Il fait que des erreurs. Depuis, il fait des erreurs. C'est quand même le joueur qui prend le plus de shoot derrière des Junté. Moi, ça me gêne un peu. Bah après, Qu'ils prennent c'est plus de c'est shoot qu'il qu'un a. Derrick White, qu'un McDermott. McDermott, Moi, ça me ça me dérange absolument McDermott, c'est pas. un joueur de système. Enfin, c'est Ouais, si ou le c'est un joueur système Ouais, va bien mais- se mettre en place et que le système est cool pour lui, il va pouvoir le prendre. ou En en fait, faisant le des truc, cuts. Lui, il cherche l'opportunité. Derrick White, par contre, effectivement. Enfin, Derrick White, le problème, C'est c'est pas qu'il est normal. aussi nul en attaque. Enfin, nul. C'est pas vrai. Oui, Il est aussi Vous êtes vraiment ambivalent. très dur ce soir. Il est. Ouais, c'est Il est vrai. nul. Non. Eh bien, prenons une question de Thierry Derrick White Sultan est- sur Twitter qui nous demande comment expliquer la passivité de Derrick White en attaque. Est-ce que c'est un trop-plein de responsabilités en défense ou un manque d'adaptation au nouveau jeu? Moi, Derrick, j'ai toujours vu comme ça. C'est vraiment le genre de joueur qui va kiffer jouer pour les autres et qui donc va tout le temps pas rechigner, mais qui va pas avoir le réflexe de se dire bah vas-y, là faut que je prenne ce shoot ou je sais pas si j'explique bien, mais on sait qu'il est pas, il peut se créer son shoot, etc. Mais il va toujours avoir tendance à vouloir créer pour les autres. Et comme l'a souligné Thierry Sultan, c'est aussi, je pense qu'il se donne tellement, tellement en défense. Faut pas oublier que vu qu'on a une des paces les plus rapides de la NBA, que parfois on se met à faire des presses tout terrain au milieu de carton, ça fatigue, tu vois. Et donc dès que bah, le jeu est posé et qu'on joue contre une équipe qui défend bien, ça devient dur d'attaquer intelligemment, même si c'est pas le mec qui a le moins de QI de basket de la ligue. Mais moi, je pense que c'est pas dans sa mentalité, contrairement à Keldon, qui lui va vraiment pas se poser de questions. Peut-être que lui, il s'en pose trop et donc c'est ce qui le pousse à faire des erreurs, etc. Derrick, en fait, je pense qu'il il a pas un mental de tueur en attaque. C'est un joueur team first et il va jamais chercher à. Enfin, on le voit beaucoup avorter des drives ou alors faire. Ça faisait un petit moment qu'il avait plus fait contre les Pacers. Il a fait littéralement le tour du terrain avec la balle, en passant sous le panier, en ressortant littéralement de là où il était parti pour faire une passe. Mais du coup, il a pas cette créativité pour se créer son shoot. Et effectivement, c'est un joueur qui va plutôt chercher la passe, qui va plutôt mettre ses coéquipiers en avant. On le voit donner beaucoup de consignes en défense surtout, mais aussi en attaque à ses coéquipiers, où se placer, comment jouer, etc. Mais c'est pas lui qui va jouer l'attaque principale. Enfin, qui va faire la différence. Cependant, je trouve pas qu'il est spécialement passif. Parce que bon, il prend un tir de moins que l'année dernière. Il prend 11 tirs cette année. L'année dernière, il en prenait 12. Mais l'année dernière, on avait le désavantage que Derrick White était la seule menace extérieure du 5 majeur. Et du coup, tous nos 3 points quasiment, enfin, notre menace à 3 points, c'était lui. Et du coup, on lui filait beaucoup de tirs à 3 points. Et c'était une grosse responsabilité. Ce tir qui manque, c'est ce tir à 3 points. Parce que du coup, maintenant, on a des déjountés qui tirent mieux. T'as McDermott, et c'est un peu plus libre Forbes. de manière générale. Forbes, c'est un peu plus. Désolé, j'ai eu une remontée. Devin. Mais voilà, Oui. dans l'idée, c'est que c'est plus libre à ce niveau-là. C'est vrai que contre les Pacers et sur plein d'autres matchs, à chaque fois, il y a des moments où tu le vois, il passe l'épaule, où il va passer un joueur et il va direct la passer. Il va soit kick out, alors qu'il pourrait essayer de pénétrer, soit tenter un petit flotteur, tenter de tirer en spot-up. Et à chaque fois, il a tendance à lâcher le ballon. Après, je pense qu'il est pas spécialement en confiance non plus sur ses drives parce qu'il rate beaucoup de lay-up. Il est pas méga précis à l'arceau, sous l'arceau. Souvent, il prend des tirs très compliqués, des lay-ups qui passent pas. Il tape beaucoup dans ses mains, donc ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas. C'est l'indicateur. C'est vrai Il qu'il vient de la montre, c'est vrai qu'il montre frustration, pas mal ouais. sa frustration, ouais, t'as raison. Ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est la seule émotion qu'il montre sur un terrain, c'est il clappe dans ses mains. Non, des fois, il sourit aussi, mais. Ça, c'est une légende. Non, mais du coup, oui, il doit pas être spécialement en confiance sur son jeu offensif. En plus, ses tirs rentrent peu. Et même ses 3 points ouverts, il les met avec difficulté.
il est à 34% sur la saison. Ça doit normalement monter. Parce Ça que montera, je pense. normalement, ça montera. Et à mon avis, c'est aussi pour ça qu'on le voit pas plus que ça. Après, dans cette équipe où il y a beaucoup de joueurs qui doivent progresser et qui essayent d'avoir leur moment offensif, j'ai cette impression un peu que Derrick, il veut faire progresser tout le monde, il veut rendre les autres meilleurs. Ah oui, c'est un daron. Oui. Vous avez parlé du team first, mais c'est ça, c'est aussi parce qu'il aime les gens avec qui il joue et il veut leur rendre des services. D'ailleurs, à ce sujet-là, Ouais. il a dit il y a pas longtemps, ça doit être hier ou il y a 2 jours, en conférence de presse, que c'était un peu devenu. D'ailleurs, j'ai trouvé ça étrange que ça sorte de sa bouche en fait, parce que c'est pas tellement son style de parler de lui. Enfin, du coup, ça va encore dans cette direction, mais ça, c'est pas dans son habitude de jeter des fleurs comme ça. Mais il a dit que c'était un peu devenu le leader vocal de l'équipe. Ouais, c'est vrai. C'est un peu inattendu. On attendait plus des Dejounte Murray à ce niveau-là, qui doit aussi faire le taf. Ah oui, il a dit ça. Il a dit ça. C'est Jeff Garcia, je crois. Je crois que c'est ça son nom de famille. A relevé ensuite sur son compte Twitter. Mais du coup, il a dit que c'était devenu le leader vocal de l'équipe ou un des leaders vocaux et qu'il avait même souvent pris des joueurs à partie pour leur donner des conseils ou pour discuter avec eux, etc. Et que du coup, il avait un peu ce rôle de mentor dans lequel on l'attendait pas du. Enfin, en tout cas, moi, je l'attendais pas du tout. Pour moi, c'est un joueur plutôt discret, mais Ouais, effectivement, il est quand même assez âgé. Hein. Ouais, il a 37 tard ans. en NBA. Il a 27 ans, ouais, moi j'allais dire, ça m'étonne pas tant que ça, parce que c'est l'un de nos vétérans. Ça va être un peu un vétéran, quoi. Puis, dans cette équipe où il est le 4e plus vieux derrière Bryn Forbes. Ça, c'est ouf, hein. Et Thad Young et McDermott, au final, c'est pas si étonnant, quoi. Qu'ils prennent ce truc, ça fait quoi, 5 saisons qu'il est en NBA maintenant? C'est ça. Il a vécu, c'est ça. Ouais, il y a une saison, il est là 30 matchs, mais sinon, oui, sa première saison, il est en G-League. La saison dernière, il joue 30 matchs, mais du coup, oui, numériquement, c'est sa 5e saison. Donc, 4e vraie saison. Oui, donc, il a quand même vécu des choses. Il a vécu des playoffs de G-League. Il a vécu des playoffs NBA, un tour. Mais il a vécu quand même ça. C'est pas le cas de tout le monde, hein, surtout dans cette équipe. Oui, il a fait une grosse série de playoffs contre Denver. Avec un énorme dunk, on s'en rappelle bien sûr. Oui. À ce sujet-là, j'essaye de trouver une ouverture pour en parler depuis le début du podcast. Tadeusz Young. Oui. Puisqu'on parle de vétéran, qui est pour le coup, lui, qui a 33 ans, qui est installé dans la ligue depuis c'est sa 12e saison, un truc comme ça. Je crois qu'il est arrivé en 2008, 2008-2009. Voilà, donc oui, 2007-2008 il est arrivé. Mais du coup, c'est un vrai vétéran, et il disait au début de saison qu'il était là pour aider Keldon Johnson et pas pour lui prendre sa place, ce qui était déjà cool. Mais ce que je l'attendais pas à ce niveau-là, c'est que pour le coup, il est vraiment investi et il joue vraiment le rôle c'est vraiment le daron de l'équipe. On a vu il a fait une pré-saison assez mauvaise et c'est pour ça à mon avis qu'il a de la peine à rentrer dans la rotation. Mais depuis le match contre les Bucks où justement avec Bryn Forbes il remonte, ils amorcent ce comeback et cette victoire contre les Pacers, on l'a vu prendre toute l'équipe, l'amener vers lui, donner des consignes, courir sur Poltol pour aller lui dire quoi faire, même quand il est sur le banc ou quoi, lui donner des consignes quand Poltol rentre sur le terrain. Vraiment, il a une attitude de daron qui est super plaisante à voir. Et en plus, ça régale. Ça régale. Et en plus, du coup, depuis le match contre les Bucks, on voit vraiment ce qu'il peut apporter à l'équipe et le niveau qu'il a. Donc, du leadership, un peu de défense, même s'il est un peu petit pour le poste 5, mais il est actif et de beaucoup de sérénité. Tu sens qu'il est serein avec le ballon, qu'il est serein quand il joue. Et un gros QI basket, parce que c'est quand même un joueur intelligent. Et donc, il va apporter toutes plein de choses que cette équipe peut bénéficier. Et à mon avis, il va très vite remplacer Drew Eubanks dans la rotation. Il est déjà en train de le faire. Drew Eubanks ne joue que 5 minutes contre les Pacers. Et Tadeusz Young évidemment beaucoup plus, c'est lui qui le remplace. Mais du coup, je suis très très content de voir enfin Tadeusz Young jouer à un bon niveau. J'espère que ça va continuer. Et très content de voir le rôle qu'il a dans cette équipe, qui est très très plaisant à voir aussi. C'est clairement pour ça qu'il a été signé, quoi. Donc ça fait plaisir. Et il en est conscient. Qu'il prend très à cœur. Et il en est exactement. C'est ça qui est bien, c'est de voir que vraiment il aime ce rôle en fait. C'est pas juste il le fait parce qu'il a envie de le faire, enfin parce qu'il doit le faire. Il le fait, ça se voit qu'il aime bien faire ça. Que c'est naturel pour lui. Ouais, voilà, c'est ça. Absolument. Et les fans des Bulls l'adoraient et sont deg qu'il soit parti. Et on comprend pourquoi. Ah bah du coup oui. Bon après on parle sur un ensemble de 2 bons matchs.
Parce qu'il a fait une pré-saison mais un peu dégueu et après il a eu de la peine à s'imposer. Mais s'il continue sur cette lancée, ça va être très plaisant de le voir jouer. Après, ce qui va Je pense que- forcément aider à lancer sa saison, on espère que ça va la lancer, c'est l'absence de Paul Toll. Du coup, là, il va avoir des minutes. Ouais. Mm. Les cartes Est-ce sont que ce entre ses mains. Est-ce que Thibaut vient de pas nous faire une transition masterclass là? Non, puisque Oh là surtout, là je là. voulais d'abord parler. Mais non, parce que je voulais d'abord parler de Keita Bates Diop. qui lui était il devant. ruine son propre travail. Ouais. Non, mais t'inquiète, terrible. on va s'en sortir quand même. Je vais trouver une autre transition pour parler de Jacob ensuite. Y a pas de souci, ça va le faire. Une question de Flo Zlatan qui nous demande quel est le projet avec Bates Diop, parce que pour l'instant, c'est d'ailleurs lui qui était devant Thaddeus Young dans la rotation au poste 4. Qui a beaucoup de minutes, malgré un potentiel visiblement limité. Mais t'as du son que joue poste 5 exclusivement. À la base, c'est un 4, mais dans notre équipe. Mais bref. Ouais, ça Mais se bref, Mais partage un sur peu, des duos oui, mais- d'intérieur, sur des duos d'intérieur, dans la rotation, Keita Bates Diop avait plus de minutes que Thaddeus Young. Oui. C'est vrai. Est-ce que Keita Bates Diop est à l'intérieur? Mais là, c'est pas grave. Effectivement. Il joue poste 4. Il joue poste 4, mais on joue, Oui, on il joue, joue on poste joue avec 4, 4 ouais. extérieurs. Enfin bref. Il défend contre les intérieurs adverses quand il y en a. Oui. Bah alors justement. Il était fort. Merci. Anthony Davis. Merci Ah. pour cette entame, Thibaut. Il y a pas de quoi. Pourquoi Keita Bates Diop joue au basket? Non, en vrai. Arrête, je en l'aime vrai. bien, moi. Arrête. Non. En vrai, moi je l'aime bien aussi. Moi je l'aime bien. Ah bah oui. Et Thibaut, Joue-t-il vraiment au basket? Thibaut, toi tu prends sa défense depuis un an, depuis qu'il est arrivé. Oui. Donc tout le crédit est pour toi. Mais Félicitations pour ça. on peut prendre un exemple pour pourquoi on fait jouer Bates Diop. Le match contre les Lakers, il joue 30 minutes. Pardon. C'est pas une blague. Hein. Il joue Non, mais quoi, Laissez Keita tranquille, nom de Dieu. il joue 30 minutes. Oui. Il est extrêmement précieux dans cette équipe. Il blesse Anthony Davis, mais presque. Mais surtout, Keita Bates Diop a l'avantage d'être très long. Et du coup, il apporte beaucoup au rebond. C'est un bon Absolument. défenseur. Et en fait, c'est ça qui va surtout nous apporter, c'est de la longueur au poste 4. On a vu que contre les Lakers, c'est grâce à lui qu'on va en prolongation, grâce à des rebonds qu'il prend, il aime bien mettre des shoots à 3 points décisifs. Il en avait déjà mis un en pré-saison, donc méga clutch, hein. Mais énorme. Mais en fait, Vraiment, on se régale. c'est vraiment un joueur invisible qui va faire un travail de l'ombre, mais qui va apporter beaucoup d'énergie, un peu comme Trey Lyles le faisait sur sa première saison chez nous, qui va apporter de la longueur, de la défense, il va gêner les joueurs adverses. Et on a vu que bien utilisé contre les Lakers, il a été très très impactant. J'avais pas pensé, mais la comparaison à Trey Lyles, elle est assez juste, je trouve. Merci. Après, il est moins bon que Trey Lyles, par contre. Alors va dire ça aux fans des Pistons actuellement, Écoute. Ah ouais, on va dire ça à Détroit. Écoute, Ouais. qui ont envie de l'assassiner. je vais te faire. Écoute bien ce que je vais te dire. Oui, Ok, tu vois le ficello? Ok, ouais. C'est un fromage qui est plutôt long. oui. C'est pas pour autant qu'il est bon. Ah ouais. C'est la même chose. T'es un sale chien. Non, avec Bates Diop. ce qu'on peut vraiment reprocher à Bates Diop, je trouve, et c'est un tweet que j'ai vu d'ailleurs pendant le match contre les Pacers, et que je trouve assez juste. Bates Diop mesure beaucoup. Je sais pas, Bravo à lui. j'ai pas sa taille en tête, mais il doit faire bien 2m6 aussi, un truc comme ça. Je vais te Il dire fait ça tout de 2m03 suite. avec des bras tentaculaires. 2m3, 103 kilos. Avec des bras tentaculaires, donc il est quand même grand. Et il joue comme s'il faisait 1m93. C'est ça son vrai défaut, c'est qu'il profite pas assez de ses qualités et qu'il joue comme s'il était plus petit que s'il est vraiment. Et ça se ressent dans son jeu offensif. Et ça, c'est un vrai défaut qu'on peut lui trouver. Et c'est pour ça que s'il est utilisé, ça va surtout être en défense et en fin de chaîne pour un 3 points par exemple. Ou un cut au panier, il en a fait aussi beaucoup de cuts cette saison en tout cas. Mais, ou un cut au panier ou des choses comme ça où il va pouvoir aussi être très utile. Ouais, ça pouvait être cut de la rotation maintenant. N, mais putain, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Non, je rigole, je voulais juste faire chier. Non, en vrai, j'aime un peu ce qu'il fait, mais je trouve qu'il a trop de minutes par rapport à ce qu'il apporte réellement. Bah là, je pense qu'il va en avoir, Parce que il va en avoir avec l'absence. Ouais, mais il joue 16 minutes par match quand même. Oui, mais non, mais on a eu 7 matchs, c'est tronqué par les 30 minutes qu'il joue contre les Lakers. Oui, bah c'est trop. Oui, mais contre les Lakers, on va en prolongation grâce à lui. Je sais pas ce que que contre les Lakers, c'est le facteur X. Contre hein. les Lakers, on va en prolongation à cause du fait qu'on rate 8 lancers. Oui, mais francs sans sur lui, neuf. on perd le match et on va pas en prolongation. Non, contre les Bah, Lakers, sans lui. c'est le facteur X, Bates Diop.
C'est lui qui apporte l'activité, c'est lui qui gêne les intérieurs adverses, c'est lui qui prend des gros rebonds, notamment. Je trouve que tu l'encenses un peu trop par rapport à ce qu'il a C'est apporté vraiment. un Même match, s'il a été c'est un bon. match contre les Lakers. Contre les Lakers, je l'ai trouvé vraiment, Oui, vraiment nickel. ouais. Moi, je l'ai trouvé bon aussi contre les Lakers, mais 30 minutes, sérieux? Bah, Mais le reste du temps, tu vois, on a des mecs qui sont importants et qui sont forts et qui nous font marquer des points, qui nous font défendre excellemment bien. Mais il faut aussi des joueurs même dans les équipes de merde, il Bien faut des sûr, role bien players, sûr. tu vois. Et Bien sûr. en fait, c'est juste un role player chez nous et il a 16 minutes par match parce qu'il comble des trous, notamment grâce à sa longueur, avec sa défense et toutes ces choses-là. surtout Mais que c'est vrai. les Lakers jouent haut, les Lakers jouent grand. Et Oui, il apporte absolument. justement cette taille que Keldon Johnson n'apportera jamais. Voilà. Que Doug McDermott n'apportera jamais non plus. Mais c'est vrai que ce n'est pas un poste 5. Et l'un des postes 5 qui va nous manquer, c'est ce bon Jakob Poeltl. Oh là 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 là. Oh là là là. Elle est bien, elle est pas mal, non? Ça va? C'est Indécent. Double Indécent. transi, c'était Ouais. impérial. Voilà. Donc Pierre, j'aimerais te demander, que représente la perte de Jakob Poeltl pour les matchs à venir? Attends, désolé, j'ai pas de punchline là à sortir. Tu m'as un peu pris de court, mais bah la perte, on T'as pas un autre perd, fromage à donner? Pour moi, À quel fromage peux-tu comparer Jakob Poeltl? un Babybel, lui qui devient rouge assez rapidement, mais c'est non, Babybel, c'est dans l'autre Jakob sens. Poeltl est un gouda. Une mimolette. Bah, qu'est-ce qu'il représente? Bah, il représente quasiment 10 rebonds de moyenne. C'est notre meilleur contreur. C'est notre seul point d'ancrage à l'intérieur. Parce que bon, vous disiez que Bates Job, ça apportait un peu de time. Mais s'il joue autant, enfin, c'est aussi parce qu'on est complètement à poil à l'intérieur. Et c'est un vrai problème. Comme on l'a dit, il est aussi, c'est un très bon élément offensif parce qu'il nous prend des rebonds et il distille parfois quelques petites passes par-dessus la défense quand il voit un backdoor. Tous ces genres. En fait, moi, Poeltl, c'est vraiment le genre d'intérieur qui me fait kiffer parce que tu lui mets la balle en tête de raquette, donc forcément, il a pas de shoot, donc il va pas être dangereux pour scorer, mais il peut l'être tout autrement. Il pose des bons écrans. Oui, c'est notre seul intérieur de taille, donc franchement là on s'était dit juste avant là les 3 prochains matchs c'est Dallas, OKC, Orlando et OKC, Orlando. Dallas, Orlando, OKC, Sacramento Yes. et après les Lakers. Et Rodallas. Ah oui, Dallas c'est Et après Dallas et les les Lakers. Lakers. Et on se disait bah ce serait bien qu'on en Pour les prenne. Lakers, il pourrait être. Ouais, il pourra peut-être être revenu, mais au moins on se disait ce serait bien qu'on prenne 3 matchs sur les 5 à venir. Et franchement, dès qu'il est pas là, ça s'est vu contre les Pacers. On se fait, Son absence va faire que c'est difficile d'avoir 3 matchs ouais, sur on se 5. fait détruire. Et déjà, c'est difficile, même quand il est là, parce que Pop, il est tout le temps en train de penser à... Dès qu'il le voit prendre une faute, là, Pop, il perd le peu de cheveux qui lui reste, tu vois. Mm. Ouais, sa perte, c'est chiant. Mais heureusement, entre guillemets, c'est que un protocole LC safety. Oui, C'est pas une blessure. Si jamais là il vient à se blesser et qu'il est absent une dizaine, quinzaine de matchs, là ça va vraiment se ressentir. Poeltl, Surtout. Ouais, vas-y. Vas-y. Pour revenir, Ok. C'est relou. Ben, tu me casses les couilles. Hein. Non mais oui, Pierre disait qu'il était beaucoup utilisé en attaque et surtout en tête de raquette, c'est vrai. On l'a jamais vu autant avoir la balle en main. On fait beaucoup de dribble end-off avec lui. Ouais. Parce qu'il pose du coup, comme Pierre l'a dit, il pose de bons écrans, il fait de bonnes passes. Il repère Même bien. s'il lui arrive de repère faire bien- encore des fautes offensives sur les écrans. Ouais, mais ça c'est parce que les Il en a arbitres fait- il en a parfois, pas fait- il en a pas franchement, fait parfois il y a beaucoup. des arbitres, il se prend des calls, ça rend Ouais. fou, genre vraiment. Non, alors par contre, Jakob Poeltl, c'est l'ennemi numéro 1 des arbitres. Hein. C'est très très grave. C'est trop grave. Mais le pauvre. Mais après, vu qu'il met pas ses lancers, ça change pas grand chose. Mais Oui, de toute façon, vaut mieux ça qu'autre chose. Hein. mais 38%. Hein. et 2 lancés par match. Mais du coup, oui, il est beaucoup en tête de raquette et il a une bonne vision de jeu. Il a de bonnes mains pour les passes et une bonne vision de jeu, ce qui permet, du coup, comme Pierre a dit, de effectivement distiller des passes. Et il trouve bien. C'est rare qu'il voit pas une occasion de faire une bonne passe. Ouais, c'est juste. Mm. Et du d'ailleurs, coup, quand il trouve pas de solution de passe, il a un petit pas un hook, un flotteur Ouais, sans c'est sauter, un vous truc voyez. trop bizarre. Ouais. Il me fascine ce shoot-là. c'est hyper moche, mais À une ça main, rend- comme ça marche et super ça fait bien. filoche, hein. Mais c'est Franchement, vrai que c'est c'est bien. dégueulasse. Et des fois, il le prend en première attention. Hein. C'est vrai. C'est vraiment, il reçoit la balle, c'est Ouais. ok, et il part.
C'est Quand le incroyable. défenseur est un peu loin, ouais. Ouais. Au moment où il est en train de chercher des passes, hop. Mais du coup, en vrai, son absence là, elle est pas si grave dans le sens où on joue pas des énormes équipes. Ouais, mais tu vois, même Orlando, Parce que ça joue Orlando, avec deux gros intérieurs. Hein. Ouais, mais du coup, ça va être l'occasion de tester Landale. Parce que j'imagine que Si Dieu pour le veut. jouer Bamba Wendell Carter, par pitié, il y aura un mec grand sur le terrain quand même. Et en fait, ça va permettre, en un sens, de tester du coup cette équipe sans lui, tu vois, de tester les autres intérieurs Mhm. et de voir ce que ça peut donner. Et en même temps, c'est pas des équipes dangereuses. Tu vois, on joue pas Denver avec Jokic, on joue pas enfin, on jouera les Lakers, mais il sera peut-être revenu d'ici là. On joue pas les Wolves avec Towns. Donc ça reste, même s'ils ont des grands intérieurs, ça reste pas des intérieurs élites. Et en Donc soi, ça en va un sens, permettre ça pourrait être en soi, pire. ça va permettre de le reposer parce il joue 52 minutes par match et on sait pas à quel point il est touché par le Covid. On sait Mais pas tiens, si en tout cas, on s'il le sait, s'il sera tiens. fatigué par ça ou pas, mais ça va le faire reposer quoi. On avait quelques Ouais. craintes justement quant à ça, quant au rythme de jeu et tout. Jusqu'ici, il est rien à dire. Hein. En tout cas, Ouais, personnellement, physiquement, j'ai ressenti aucun signe de fatigue ou quoi. Il est toujours, il Ouais, il est tape juste toujours, très rouge. mais- il est très rouge. Il tape toujours des sprints, des Il est sprints. rouge. C'est un tricycle, hein. Mais il tape toujours des sprints en attaque. Il revient en défense très vite. Il est toujours en place et tout. Non, il est très concentré. Bon, Rien à après, dire. Hein. C'est pas loin d'être notre Il fait meilleur un joueur taf cette monstrueux. saison. pour l'instant, hein. on est à 7 Ouais. S'il n'y avait pas de Pour jeu l'instant, on est à deuxième, 7 hein. matchs. Ouais. Si jamais il continue à jouer, il est à quoi? Il est à quasiment 30 minutes par match, je crois. Ouais, 30 minutes. Il a 29-9. ouais. Faudra voir si on continue à jouer avec cette pace, etc. et que on continue à se reposer autant sur lui à l'intérieur. Il faudra voir si, tu sais, au petit tournant de la saison, un peu avant le All-Star break, s'il tient Mhm. encore le coup. Mais c'est vrai que pour l'instant, franchement, moi je pensais que il suivrait pas autant en attaque quand on court, etc. Et il se donne tellement, c'est vraiment une grosse perte pour l'équipe. Enfin, une grosse perte. C'est un bonheur de le voir relativisé, ouais. jouer. Pour l'instant. Après, pour relativiser, il est en grande forme sur ce début de saison. À mon avis, il finira pas la saison en 14-10. Il y a un moment où il va C'est se sûr que calmer. non, oui. On verra, ça se C'est trouve. sûr, mais bon. S'il s'améliore au lancer, il peut rester à 14. S'il s'améliore un peu au lancer parce qu'il est à 38%, alors C'est- qu'en carrière, il est C'est mal barré. il est vers hein. les 45-50%. Donc Il a s'il augmente un 52% peu. en carrière. Ouais, voilà. Ouais, mais Quel enfer. il tire Est-ce deux qu'on lancers n'aurait pas par gagné match. le hein. trade Est-ce qu'on n'aurait pas gagné le trade de Kawhi avec Keldon, Jakob Poeltl et Demar Tiens, DeRozan Tiens. Bizarre. Bah, dans la mesure où ils ont gagné un titre, je suis pas sûr. Arrête, tais-toi, Ah, merde, tais-toi. Coupez son Ah, micro. mais non, chut, faut pas dire. Je le couperai au montage, Mais t'inquiète. Nice. on s'en est bien sorti quand même sur le trade. Bah oui, De bah ouf. oui. Ça aurait pu être pire, mais on aurait pu choper OG Anunoby, ça aurait été mieux, mais bon. Mhm. Il fait le Ouais, gamin, mais qu'est-ce là. qu'on en ferait de Jalen Nobi là maintenant? Bah, Bah, On il aurait aurait pas il aurait le rôle de drafté, Bates Diop. oh, ouais. Oh l'enfer. Bienvenue dans Franchement. Nawak Break. Alors que franchement, une triplette extérieure, des Junte, d'Eric, OG Anunoby, laisse tomber. Bienvenue dans Paul Pierce Break. Que des disaster takes. Pardon. Que n'importe quoi. Messieurs, on va prolonger un peu ce podcast avec une question de Marmoul sur Twitter. J'adore son nom. Marmoul, absolument. Dans l'ensemble des matchs, on ne subit pas de blowout. Est-ce un motif d'espoir pour un play-in? Très très mauvais timing. Ah. C'est ce que j'allais dire. Alors il a dû poser la question avant le match contre les Pacers. Non, mais Il s'agirait de regarder les matchs. ce match ne compte pas. Non, t'es un bâtard. Il y a eu un match. En vrai, il a raison. Marmoul, tu regardes les matchs. Clébarve. Oh. Ouais, non, mais moi je suis d'accord. Et ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est l'équipe, elle est kiffante à voir jouer parce qu'on perd, mais au moins on se fait pas laminer comme on pouvait s'y attendre. On perd la tête haute contre les Bucks au début. On n'est pas loin on n'est pas loin de la prendre aux Lakers. Bon, le match contre Dallas, ça fait un peu chier de le perdre aussi parce qu'on était bien rentré dedans. Mais franchement, Mhm. vu les mecs qu'on a, vu l'expérience en tout cas qu'on a, je trouve qu'on est clairement pas les plus à plaindre au niveau du style de jeu et tout. Donc après, est-ce que ça laisse envisager un Ouais. play-in? Moi, je rappelle que j'ai mis 24 wins Non. en preview, donc je suis pas non plus. Non, Il y play-in, aura ça pas paraît de juste. play-in, hein. Mais oui, Faut pas rêver. On sera Là, pas on est si- aussi en très grande forme. Hein, dans ce début. En vrai, on a beaucoup craché. En vrai, on a été un peu injuste parce qu'on a dit beaucoup de trucs négatifs. Mais dans l'ensemble, le début de saison est excellent.
on va chercher des contenders et des candidats au titre au Money Time. On perd sur des on perd en prolongation contre les Lakers face à un duo Davis-Westbrook qui jouait tout seul, mais qui était très chaud. J'ai cru que t'allais dire du bien de Russell Westbrook. C'est malheureusement ce que j'ai fait. Incroyable. Et il fait un match incroyable. Il faut noter ça parce que c'est exceptionnel. Je viens de me vomir dessus. Mais ce qui vient de se passer est sublime. Mais du coup, oui, on arrive, on se fait rarement distancer à plus de 10 ou 15 points. Enfin, on se fait rarement distancer à hauteur de 10 ou 15 points. On reste au contact tout le match. En fait, ça qui est assez fou. On a concédé avant le match. Bon, le match contre les Pacers n'existe pas. Avant le match contre les Pacers, sur les 24 cartons qu'on avait joués, on en avait concédé seulement 4 à plus de 30 points, dont 2 matchs à moins de 100 points au global. Ce qui est très très bon. Ça prouve qu'on a une très bonne défense. Et vu que notre jeu... un contre les Bucks. Ouais. Et vu que notre jeu est beaucoup tourné vers la transition et que c'est là qu'on est le plus efficace, on est obligé de bien défendre pour bien attaquer. En tout cas pour le moment. Mais on risque d'être un peu trop binaire, un peu trop facilement. Nos bases sont un peu pas assez solides. On peut facilement. Mais pour l'instant, et ça va se voir en mi-saison, je pense. Ça va, ouais. Mais pour l'instant, pour rappeler contre qui on a joué, on a battu facilement des équipes qui sont censées être de notre niveau, Houston et Orlando. On est censé être une des pires équipes de la ligue, mais on les a battus facilement. Ensuite, on a tenu tête. C'est la pré-saison Houston. Ouais, on les a pas encore. My bad. Oui, Orlando. Oui, juste Orlando. My bad. J'ai mal regardé le calendrier. Et les Bucks. Mais on a mis 30 points au on a battu une équipe. Et ça fait plaisir. On a battu une équipe qui est censée être plus faible que nous, c'est-à-dire les Bucks. On a battu. Donc bref, on a battu Orlando. Ensuite, on a tenu tête à Denver. Les Bucks, une première fois, on a perdu. Les Lakers qu'on a emmenés en prolongation et qu'on devait gagner qu'on a perdu à cause des lancers. Dallas. Et la victoire contre les Bucks. Et la grosse défaite Kata contre les Pacers. Mais on se régale, en fait. Avant de passer au jeu, Pierre, je crois que tu voulais nous parler de Devin Vassell un petit coup. Vite fait, très rapidement, vu qu'on dis-nous. On l'a vite fait parler, mais franchement, c'est au niveau vraiment de l'intensité et surtout son decision making. On voit qu'il a vraiment beaucoup plus pris confiance par rapport à l'année dernière où parfois il pouvait refuser des shoots ouverts et tout. Là déjà, il y a des c'était con. Maintenant, il met des turnaround fade. Exactement. Quand je l'ai vu faire ça pour la première fois, mais j'ai halluciné. Je me suis dit, mais c'est son premier shoot de la saison. Et un turnaround fade. Exactement. Je crois que c'était bien contre Orlando. Ouais. Donc en défense, il est toujours aussi longiligne, il est toujours aussi chiant à jouer, donc ça c'est très bien. Et en plus, là, il commence à avoir un bel apport en attaque, et voilà, je tenais à le souligner. Il fait plaisir. Il a vraiment confiance en lui, et ça fait vraiment plaisir à voir, en fait. C'est ça qui le rend plaisant à voir jouer, quoi. C'est qu'il a confiance, il n'hésite pas, il prend des shoots durs. Alors bon, des fois ça marche pas. Ouais, parfois ça rentre pas, mais quand on voit le joueur comment il tirait l'année dernière, ça fait. Oui, voilà, c'est ça. T'es content de le voir prendre ces tirs-là. Et en plus, j'y pensais parce que j'ai vu les gars d'envergure justement tweeter le fait que lors de leur précédent scouting report, ils avaient relevé le fait qu'il pouvait être vraiment NBA ready, enfin que c'était vraiment ce profil de joueur-là. Et vu qu'il avait une saison un peu compliquée, ils attendaient vraiment de le voir un peu à son vrai niveau. Et pour l'instant, je crois qu'ils ont tweeté ça en disant que pour l'instant, il répondait à leurs attentes. Bah, il est quasiment 6e homme, en tout cas, il est en première rotation. Il pourrait le devenir, franchement. Là, si... Bon, c'est très difficile de répondre maintenant, mais on te dit, tu préfères prolonger Devin ou Lonnie? Devin. Bah, Lonnie a 30 ans. Donc, Et Devin Vassell, quel âge il a, Devin Vassell? Il a fait 2 ans d'université, je crois. Ouais, j'aurais dit 21, 22. Il a 21, mais il va sur ans. ses 22 là. Enfin... non, bah il est doute, non. Non, bah, non, il est doute, autant pour moi. Doubt. Je croyais qu'il était de fin d'année. Il a 3 mois de plus que moi. Bravo, félicitations. Et là, il va dire un truc déprimant. Non, ça va. Non, pas là. Ok. Ça va. Je ne saurais jamais jouer à NBA, mais je crois que je le savais déjà. Il a 6 ans de moins que moi j'ai plus aucun espoir de NBA. Moi j'ai l'âge de Lonnie Walker, hein, donc... Et Pierre a l'âge de Manu. Voilà, donc... Je le prends pas mal, mais sachez que dans 1h30, c'est mon anniversaire. Mais non. Bah, joyeux anniversaire, mec. Et mettez tous des bons anniversaires en commentaire, s'il vous plaît. Dans le chat. Énorme. Souhaitez-moi bon anniversaire. Mettez des bons anniversaires dans le chat. Il n'y a pas de chat, Pierre. C'est un live anniversaire, lâchez vos subs. Bon, puisqu'on est tous un peu foufou, là, est-ce que ce serait pas le temps de jouer à un quiz? C'est le temps de quizer. De fou. Allez.
C'est parti, game time. C'est le temps de quizer, putain. Messieurs, dames, le quiz aujourd'hui est un qui suis-je. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes attentifs? Est-ce que vous êtes chaud les ballons? Ok. Bouillant. Je suis né le 23 août 1975 à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Je pars en 1992 aux États-Unis pour être diplômé en sciences politiques à l'université de Berkeley. Je joue d'ailleurs au basket pour les California Golden Bears. Ailier fort, je suis drafté en 44e position de la draft 98 par les Knicks, puis transféré chez les Raptors. Est-ce que vous avez une idée déjà? Matt Bonnard? Non. Ah, c'est trop vieux pour Matt Bonnard. Ouais, c'est un peu vieux. C'est un peu vieux, je crois. Je passe par un club polonais avant de revenir galérer en NBA à Miami, puis 2 saisons à San Antonio en 2004 et 2005. Ah, Bruce Bowen? Non. J'en ai marre. Putain, t'as pris un mec obscur. Oui, c'est bien plus obscur que Bruce Bowen. Ah ouais, c'est sûr. Et Matt Bonnard? Ah bah bien plus aussi, je C'est pense. un peu plus Évidemment, obscur évidemment. que... Parce que 2004-2005 oui. aux Spurs, putain, je les connais. Je vais ensuite jouer pour les Suns, les Hornets, puis finir à Portland en 2011. Je deviens ensuite le GM des Austin Toro Spurs. Oh putain. Brian Wright? Non. En 2013, je remplace Brett Brown dans le staff de Popovich. Ça vous dit rien, toujours pas? Ime Udoka? Non. Ouais, non, Oh, mais j'ai putain. dit un truc au pif là. En vrai, des Depuis- joueurs néo-zélandais, j'en connais pas beaucoup. Ouais. Depuis 2016, je suis le general manager des Brooklyn Nets. Sean Marks. Sean Marks? Ah, Merde. putain. Sean Marks, c'est Benj. C'est pour Benj. Oh, let's Bien go! joué, Ça fait longtemps. Bien Et joué. ouais. Let's go! Bravo. Alors, je l'avais pas du tout, hein, mais vraiment. Voilà, jusqu'à Parce que sa jusqu'à carrière là, de joueur personne était pas n'avait. fameuse. Jusqu'à JM des Brooklyn Nets, j'avais rien. Ah ouais, voilà, t'aurais dû commencer par ça, tu J'aime Brooklyn Qui Nets. suis-je Sean Marks, tu, c'est gagné. tu hiérarchises très très mal tes informations. Ah Non, ouais, mais c'est comme on ça, va au moins, galérer si je dis on a appris plein de directement. trucs sur c'est lui. pas bon. On a appris Ouais, plein De de ouf, trucs. de ouf. Bah, j'ai appris qu'il jouait au basket déjà, donc c'est pas mal. Bravo. Putain, si tu veux ses moyennes en carrière, bouge pas. Non. Sa meilleure moyenne en carrière, c'est en 2001-2002 avec le Heat de Miami. Il a mis 4,6 points. Eh ben écoute, on est Keita Base 6 Diop minutes. tier là. Ouais, c'est ça. Oh. Mais il est à 4,5 Non, parce points que- moyenne. Non, parce que Keita Base Diop, c'est un gros joueur universitaire. Et puis il est long, n'oublions pas. Bah, il fait 2m8, Sean Marks, donc vraiment. Oui, mais Keita a des longs bras. C'est ce que tu nous as vanté tout à l'heure. Donc. Bon, Benj, tu as gagné. Mais oui! Bravo. Ça Je fait vous longtemps, promets merci. pour le. Bah Merci. oui, je vous promets pour le prochain épisode de faire un point sur le nombre de victoires par chroniqueur Bah ouais, mais bon, pour voir qui est devant. Est-ce que Pierre est pas premier là du coup depuis le temps? en vrai, il Ah, faudrait mais là, faire on un est- ratio parce on que est moi sur j'en une ai nouvelle présenté saison, là. beaucoup, hein. On est sur une nouvelle Ouais. saison, on remet les compteurs à zéro. Non, moi je pense qu'il faut faire all time et Jules a assez Je pense raison, il faut aussi. faire un ratio parce que. Bah ouais, moi j'en ai vous avez présenté pas tous les trois participé quarts en au- vrai. Toi, t'en as fait beaucoup. Et Ah, en les plus, trois il y a- quarts, il y a- l'autre il fait y a genre le il bosse. quiz Non, aussi. non, non, pas les trois quarts. hein. T'es Non. juste nul. J'avais présenté la moitié et j'ai perdu l'autre moitié. Voilà. Voilà, bon, tu as 0, quel que soit le ratio, tu as 0. Non, en vrai, je crois que j'ai dû avoir. Non, t'as gagné une ou fois. deux, mais. Est-ce que ça serait pas le temps de dire au revoir à nos auditeurs? Mais revoir. au revoir, c'était un très bon podcast, une fois de plus. Bien sûr. Oui. On est une fois de plus trop fort. Ah bah, ne mangez pas du ficello, c'est dégueulasse. On enregistre toujours là, Barge. Allez, on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode de Spurs Break. Au revoir. Salut à tous.